Je suis né à Caen et j'en suis parti à 18 ans. Personne n'a jamais été haut fonctionnaire dans ma famille. Au lycée, je me passionnais déjà pour les questions politiques et économiques. Je savais que je voulais travailler dans la fonction publique. Mathieu Hoc, c'est important de mieux connaître Madame Castet. Ça sert à quelque chose? Pour le nouveau Front populaire, ça a une importance puisque comme il propose un Premier ministre à Emmanuel Et pour les Macron, Français? ils ont besoin. Pour les Français, non, c'est pas le sujet parce que pour les Français, ce qui va les intéresser, c'est pas est-ce que ce sera Lucie Castet ou pas, c'est quel bloc va pouvoir proposer un Premier ministre, que ce soit Lucie Castet ou quelqu'un d'autre du nouveau Front populaire, ça ne change rien à la vie des Français. C'est surtout ça la question qui va se poser. Ensuite, après, son profil interpelle parce qu'elle est à la fois, je trouve, très proche d'Emmanuel Macron en termes de parcours politique, c'est-à-dire qu'elle a été haut fonctionnaire, elle vient de la province, plutôt grande métropole de province, et ensuite elle est haut fonctionnaire avec parcours brillant, etc. Mais par contre, toutes les priorités qu'elle veut inscrire dans la feuille de route du Nouveau Front populaire sont antinomiques avec celles du président de la République, notamment sur les questions budgétaires, économiques et financières. Donc ça pose quand même un problème, je pense, de compatibilité au sein de l'exécutif entre Emmanuel Macron et Lucie Castet. En tout cas, Madame Castet doit bien profiter des JO, puisqu'on découvre qu'elle est fan de surf, elle a fait du handball, du taekwondo, 3 sports olympiques. Je n'ai rien à prouver également, je suis bien dans mes baskets, dit-elle, les gens découvriront cela. Le imbroglio politique dans lequel nous sommes risque de nous sauter au visage de façon assez conséquente. Mathieu, un dernier mot peut-être? Oui, en effet, le vrai problème et la vraie personne qui est à la cause de tout ça, c'est Emmanuel Macron lui-même. Forcément. C'est lui qui a provoqué la dissolution et qui a provoqué un chaos politique sans précédent et potentiellement une crise de régime à quelques mois des Jeux Olympiques. Moi, je rejoins ce qui a été dit en partie. Emmanuel Macron aurait dû nommer Lucie Castet, ou enfin en tout cas aurait dû charger le Nouveau Front populaire au soir du second tour des élections législatives pour démontrer véritablement, qu'ils sont en incapacité de pouvoir gouverner. Parce que justement, si le Nouveau Front populaire arrive aujourd'hui à Matignon, avec l'assentiment de l'Assemblée nationale, ils n'auront pas la majorité, ils auront une fronde contre eux à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, après, il s'est dit, ensuite, il va être accusé de déni démocratique puisqu'il cherche à bâtir une coalition de droite, de centre-droit et une partie du centre-gauche sans avoir justement tester cette option du Nouveau Front populaire. Il aurait dû faire comme a fait le roi d'Espagne après les élections législatives il y a 1 an en Espagne, où c'était l'Union des droites qui était arrivée au pouvoir, enfin qui avait gagné les élections législatives de la même façon que le Nouveau Front populaire les a entre guillemets gagnées. Il n'était pas en capacité de proposer un Premier ministre, et du coup c'est Pedro Sanchez, le socialiste, qui est resté au pouvoir. Eh ben, ça nous promet dans les jours et les semaines qui viennent de beaux débats politiques sur nos plateaux. La maire de Paris, Anne Hidalgo, totalement lâchée dans les colonnes du Monde. Elle fustige ceux qui prédisaient le pire aux Jeux Olympiques. Il a fallu le lire plusieurs fois et j'ai vraiment ambition d'aller me baigner dans la Seine, et aucun Parisien n'a jamais eu pour ambition d'aller se baigner dans la Seine. Et la vasque, je suis pas sûr que ça change le quotidien des Parisiens non plus. Donc en termes d'héritage, là aussi, pardon, mais non, pas l'intérêt. Je pense qu'elle se trompe sur l'héritage des Jeux Olympiques qui sera double. Il y a un premier héritage quand on regarde le bilan des Jeux Olympiques, notamment quand on regarde Londres 2012, c'est un héritage économique et qui profite à la ville, qui profite à la capitale, mais également au reste du pays. Donc quand on voit le bilan des Jeux Olympiques de Londres, on a vu effectivement s'améliorer les indicateurs d'attractivité, notamment sur le tourisme. Londres a coûté au bas mot, je crois, 9 milliards de livres sterling, et a rapporté 40 milliards au Royaume-Uni 10 ans après. Donc ça, c'est le premier héritage des Jeux Olympiques. Mais ça ne dépend pas d'Anne Hidalgo. Ça dépend de l'attractivité du pays. L'attractivité du pays, elle dépend de l'insécurité aussi de notre pays. Et c'est ça le deuxième sujet quand même de ce bilan des Jeux Olympiques. C'est un bilan qui sera politique. Il n'y a pas d'avancée pour les Parisiens. Le bilan, il sera politique. C'est-à-dire, que va-t-on retenir de ces Jeux Olympiques? On va retenir une seule chose qui est évidente, c'est que lorsque les pouvoirs publics et lorsque le personnel politique se donnent les moyens de mettre en place une politique publique volontariste en matière de lutte contre l'insécurité, de lutte contre l'insalubrité, il est possible de faire bouger les lignes. Et c'est une question véritablement de volontarisme politique plutôt que de moyens ou de je ne sais quoi. 30 secondes, Mathieu Devez, on va retrouver... 30 secondes, Nathan Dever, on va retrouver Mathieu Devez dans un instant pour le JT. Oui, non, et si je peux être un peu fleur bleue en 30 secondes... Mais vous l'êtes toujours. L'héritage de ces Jeux Olympiques, c'est aussi qu'on vit un moment qui est en quelque sorte, je pense, un trésor dans notre conscience collective et dans notre mémoire collective. Il y a eu tellement de gens qui ont pensé, à tort ou à raison, que ça allait être une catastrophe, que ça allait être une humiliation pour la France, que ça survenait dans un contexte de psychose nationale, de psychose collective. Et en effet, depuis le moment
qui est peut-être un petit peu moins concerné par ce que vous décrivez et ce qui se passe depuis une dizaine d'années à l'ONU. Mais là, c'est le genre d'information qui fait le tour de la planète. Et donc l'ONU soutient cette agence. Enfin, l'UNRWA dépend de l'ONU pour être tout à fait précis. Que doit faire l'ONU c'est une affaire gravissime. Et c'est ce que dit souvent Israël, c'est-à-dire que la difficulté avec le Hamas, c'est que le Hamas a infiltré toute la société à Gaza, toute la société des Gazaouis. Il faut rappeler qu'ils ont été élus en 2006, je crois, à Gaza, notamment. C'était l'une des seules régions, un des seuls territoires, pardon, où il y a eu des élections démocratiques d'une certaine façon et qui avaient porté le Hamas au pouvoir. Donc, effectivement, les retrouver dans toutes les instances aujourd'hui qui aident la Palestine, c'est-à-dire les associations, les différents organismes de l'ONU ou également le reste de la société civile, c'est quelque chose qui est logique. Et c'est pour cela que, de toute façon, tant que le Hamas ne sera pas détruit, la paix en Palestine, dans cet espace de la Palestine mandataire, de l'ancienne Palestine mandataire, ne pourra pas être effectuée. Et c'est pour cela qu'il faut, je pense, nous pensons, on va sortir un texte dessus, qu'il serait nécessaire d'une coalition internationale, un petit peu sur le modèle qui avait eu lieu contre Daesh en 2015. Entre justement les pays arabo-musulmans, notamment donc l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, mais également Israël et le monde occidental, pour vaincre le totalitarisme islamique qui en Palestine, à Gaza, s'incarne par le Hamas. Nathan Devers, un commentaire. Que doit faire l'ONU face à une situation pareille? Non, mais c'est une horreur et c'est pas étonnant. Il faut bien comprendre que l'UNRWA, c'est une organisation qui lutte pour les droits de l'homme, qui lutte pour les droits humains. Je pense qu'elle ne se pose pas sur la personne de la personne. En géopolitique, c'est souvent une question de rapport de force. Or, aujourd'hui, quand vous regardez le rapport de force dans la région, le Hamas est en grande difficulté. C'est pour cela que le Hamas a intérêt à l'escalade militaire. C'est pour cela que le Hamas a fait les attentats du 7 octobre, en plus de la date symbolique qui était les 50 ans de la guerre du Kippour. Le Hamas a besoin de provoquer une escalade, donc ce qu'on appelle une régionalisation du conflit, parce qu'il est dans une impasse politique et militaire qui est majeure. Il a deux objectifs, deux raisons. Le premier point, c'est d'un point de vue un petit peu interne. Vous savez, dans la galaxie des proxys iraniens, le Hamas était en perte de vitesse par rapport au Hezbollah, qui est davantage soutenu par l'Iran, et surtout par rapport au djihad islamique palestinien, qui est un autre Hamas d'une certaine façon, qui intervient à la fois en Cisjordanie et à Gaza. Et donc, effectivement, pour le Hamas, il fallait se repositionner dans la galaxie des proxys et donc réavoir une sorte d'utilité pour le régime iranien qui déteste Israël et qui veut sa destruction. Deuxième objectif, et c'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité, c'est de faire en sorte que la population gazaoui soit dans un état tellement précaire qu'elle puisse attirer d'une certaine façon la pitié d'une partie des opinions publiques du monde arabo-musulman pour que justement les opinions publiques du monde arabo-musulman, notamment dans les pays sunnites dont les leaders s'étaient justement rapprochés d'Israël, je pense à l'Arabie Saoudite, évidemment la Jordanie, l'Égypte, etc. Eh bien effectivement, le Hamas a besoin d'un soutien de ces pays-là également d'une certaine façon, et il était en perte de vitesse auprès de ces pays-là, et donc c'est pour ça qu'il a intérêt à régionaliser le conflit et donc à laisser les Gazaouis à leur sort. Un dernier mot, Amaury, sur l'actualité des derniers jours. Les manœuvres diplomatiques se sont intensifiées depuis lundi, notamment pour tenter d'éviter cette fameuse escalade au Proche-Orient entre l'Iran, ses alliés et Israël de l'autre côté. Ça peut être efficace. Les Américains ont toujours ce rôle. Et en effet, il faut bien avoir en tête de notre côté que le peuple britannique, à l'image des peuples européens, en a marre de subir l'immigration. Et pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, quand on regarde le vote du Brexit, qui est un indicateur qui est très, très intéressant, le vote du Brexit en 2015, quand on regarde les enquêtes qualitatives, 47% des Britanniques qui ont voté pour le Brexit l'ont fait pour pouvoir réguler les flux migratoires. À l'époque, en 2015, il y avait 500 000 entrées légales au Royaume-Uni par an. Il y en avait, et je ne vous parle même pas donc des entrées qui sont illégales, parce que la Manche est mal gérée, notamment par nos propres autorités. Aujourd'hui, donc 500 000 en 2015, aujourd'hui, il y en a plus d'1 million. Et donc, effectivement, ce que disent les Britanniques, c'est que c'est un message qui est plus général, porté à l'encontre des responsables politiques, c'est-à-dire qu'ils votent, ils expriment des avis, effectivement, en l'occurrence ici, pour reprendre le contrôle de la politique migratoire, pour réguler les flux migratoires, et les responsables politiques n'arrivent pas à répondre à cette aspiration profonde des Britanniques. D'autant plus qu'il y a au Royaume-Uni, mais comme en France, une multiplication de faits divers, effectivement, qui deviennent des faits de société progressivement, avec des gens issus de l'immigration, parfois étrangers,
en situation régulière qui commettent des crimes, des délits, des viols. Et donc effectivement, ça, c'est une question qui se pose pour les Britanniques, qui se posera également chez nous. Et si les pouvoirs publics restent dans l'impuissance, alors effectivement, les émeutes, enfin pas les émeutes, mais la mobilisation populaire va pouvoir s'exercer. En revanche, après, effectivement, elle doit s'exercer dans le respect, évidemment, des pratiques démocratiques, de ce qu'est la manifestation dans nos pays, dans nos sociétés occidentales. Et donc, effectivement, en plus, quand on est plutôt pour l'ordre, si on est quelqu'un qui est plutôt attaché à l'ordre, on ne va pas utiliser et employer des méthodes de cassage, de pillage, etc., que l'on reproche à certains. Il y a ce sentiment que, oui, ce modèle multiculturaliste britannique est en train de tutoyer ses... Même phénomène ici en France, Mathieu Hoc? Oui, parce que les habitants de Calais ont la même, comme on disait, ont la même problématique que les Britanniques, c'est-à-dire qu'ils en ont marre aussi également de subir l'immigration. Il faut quand même rappeler les chiffres qui sont quand même assez éloquents. Il y a environ 50 000 personnes qui traversent la Manche chaque année, aujourd'hui, entre la France et le Royaume-Uni. Ça démontre, en tout cas pour le Royaume-Uni, une problématique de lutte, de régulation des flux à l'entrée du pays, puisque ça dépend des relations qu'entretiennent les pouvoirs publics britanniques avec les pouvoirs publics français. Or, ces relations-là se sont profondément dégradées depuis qu'Emmanuel Macron est à la présidence de la République, puisqu'il s'est brouillé avec Boris Johnson, il s'est brouillé également avec Liz Truss, et il s'était un petit peu rabiboché avec Rishi Sunak, le prédécesseur justement du travailliste qui est arrivé aujourd'hui, qui est aujourd'hui à la tête du Royaume-Uni. Donc la problématique qui va être importante, c'est est-ce que c'est justement ces émeutes-là, ce contexte social très fort que l'on voit au Royaume-Uni va pouvoir migrer vers Calais, parce que la jungle de Calais aujourd'hui n'est toujours pas restaurée. Enfin, la situation n'est pas restaurée. Bien sûr. Est-ce que, à l'image de l'Angleterre, l'étincelle pourrait venir de groupuscules d'ultra-droite violents à ce propos?